بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على أشرف المرسلين. Mesdames et messieurs, monsieur le vice-président, messieurs les vice-doyens, chers collègues, chers étudiants. Donc c'est un plaisir de se retrouver cet après-midi pour l'ouverture officielle. Il n'y a pas beaucoup de choses officielles là-dedans parce que la plupart des gens qui sont là sont des amis de longue date que j'apprécie beaucoup. Ils étaient toujours là en fin de compte. Ça fait la 7e édition et tout le temps ils étaient là, ils nous soutenaient. Donc je suis ravi de les retrouver aujourd'hui encore une fois. Mais j'aimerais bien entendre aussi parce que là c'est un petit peu le côté officiel. Donc c'est un plaisir de trouver avec nous le vice-président à la recherche et la coopération CERSO. Donc lui il est habitué parce que je pense qu'il prend goût à la médecine. Donc, et avec nous aussi donc, le vice-doyen chargé des affaires académiques Silhal, et avec nous aussi lui est le parrain en quelque sorte de ces événements qui est Sejamal Toufet, qui est vice-doyen chargé de la pharmacie et directeur de l'école de doctorat. Donc je voudrais au départ, et avant de donner la parole, pour dire toute l'appréciation, j'allais dire de l'amour. L'amour, c'est un petit peu tabou, surtout quand il y a votre père dans l'audience, donc c'est très difficile. Donc, je voudrais remercier infiniment les étudiants, les thésards, les doctorants, les profs de laboratoire de biotechnologie médicale, parce que sans eux, on n'aurait jamais pu plus ou moins organiser ces journées-là, et sans leur contribution, je ne serais même pas ici en train de donner ce discours. Donc je les remercie infiniment, parce que sans eux, je ne suis rien du tout. Voilà, merci. Et donc sans plus tarder, donc, je donne la parole à monsieur le vice-président. À vous la parole, cher ami. Merci, chers professeurs et chers amis. Mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, chers étudiants, donc c'est avec un réel plaisir que je vous trouve ici. Je pense que ça doit être la 3e ou la 4e année parmi vous. Alors c'est un double plaisir, j'ai déjà dit, je vais le redire, un plaisir de travailler avec les médecins, étant informaticien de formation, mais également d'être dans un des établissements fleurons de l'université de médecine, la faculté de médecine qui est, je le rappelle, la plus ancienne du Maroc, mais aussi la plus prestigieuse. Et c'est une faculté qui est reconnue au niveau mondial par la qualité des médecins qu'elle forme d'abord, et par la qualité de la recherche qui s'y fait. Maintenant, si je reviens plus spécifiquement par rapport à la thématique d'aujourd'hui, donc la connexion entre le digital et la santé, étant moi-même informaticien et impliqué dans 2 projets avec les médecins. Donc je peux déjà dire que en tant qu'informaticien, nous apprenons beaucoup des médecins. Beaucoup sur parce que le médecin, effectivement, être médecin, c'est une profession. Mais le diplôme, c'est un diplôme professionnalisant. C'est-à-dire que le médecin, en fait, travaille tout de suite. Il n'a pas besoin d'aller chercher un peu le domaine, etc. Il est médecin, donc il connaît un peu la nature de son travail. Et la recherche que font les médecins est également à une portée très pratique. C'est-à-dire, on a un problème et on essaie de comprendre, on essaie de le résoudre. Et effectivement, le digital apporte une grande aide dans la résolution des problèmes liés à la médecine. Et au niveau de l'université, nous avons des thèses qui sont en collaboration entre les facultés de médecine et d'autres facultés comme la faculté des sciences, comme l'ENSET, comme l'NCIAS et d'autres. Et on constate que ça permet un foisonnement des idées et une créativité dans la mise en place de nouveaux traitements, de nouveaux produits. Et on constate également que ça aboutit à des publications communes et également à des brevets d'invention. Alors je vais revenir sur ces 3 points-là qui sont, à mon sens, importants. Nous sommes dans une université. Dans une université, nous avons plusieurs acteurs. Nous avons les professeurs, nous avons les étudiants, nous avons le personnel administratif. Mais nous avons en fait 3 missions. Nous avons une mission d'enseignement que nous faisons au quotidien.
Nous avons une mission de recherche, mais nous avons également une mission de service à la société. Et ce que l'on voit souvent chez un universitaire, c'est souvent la partie enseignement, c'est celle qui est visible. La partie recherche est considérée comme en second plan, et la partie service à la société, c'est en troisième plan. Mais en fait, dans les trois missions, on travaille pour la société, pour notre environnement. Et parmi les choses importantes que l'on demande justement à un enseignant-chercheur ou à des étudiants qui soient des étudiants en formation initiale ou des doctorants, on leur demande surtout d'avoir un impact sur leur environnement. Donc le médecin, il a un impact sur l'environnement parce qu'il soigne des malades, il apporte une contribution à la société. Mais les étudiants doctorants, les enseignants-chercheurs, ils ont d'autres manières d'avoir un impact. C'est en publiant, en faisant connaître leurs travaux. D'abord, en faisant la promotion donc, de ces travaux, ça permet d'avoir on va dire une forme de promotion pour l'université. Et ce qu'on a constaté ces dernières années, c'est que nous avons un problème d'affiliation au niveau des publications de l'université. C'est-à-dire que les enseignants-chercheurs et les étudiants ne citent pas correctement l'université. Et ça a un impact globalement sur l'université et sur le chercheur en lui-même. Donc, depuis 1917, où nous avons des publications indexées de l'université jusqu'à date, le secteur de la médecine représente à peu près 12% de toutes les publications de l'université. C'est énorme en termes de pourcentage. Et c'est également le domaine où les publications qui ont un fort impact pour l'université existent. Donc nous avons des publications avec 7 000, 8 000, même 10 000 citations. Et avec dans des journaux très prestigieux, comme de Lancet ou d'autres journaux. Et ce qu'on demande justement à nos chercheurs, c'est de publier dans ces journaux-là, mais également de ne pas oublier de citer correctement l'université et la faculté, parce que ça participe aussi de leur image. Ils seront fiers d'avoir une université qui est bien classée au niveau international et de dire j'ai un diplôme de cette université. Donc ça c'est un premier point très important. Le deuxième point, c'est relativement aux travaux de recherche qu'on peut valoriser. Donc là je parle de la partie brevet, parce que en médecine il y a beaucoup de possibilités de dépôt de brevet. Et le dépôt de brevet, il faut l'imaginer comme étant un moyen non seulement de valoriser le chercheur, mais également d'apporter une forme d'aide à la société. J'étais en visite il y a à peu près un mois à l'université de Grenade et j'ai eu la chance de rencontrer 3 chercheurs marocains qui nous ont présenté leurs travaux. Les 3 chercheurs marocains sont des professeurs de l'université de Grenade. Le premier travaillait sur le nettoyage des sols, sur tous les produits radioactifs ou bien les métaux lourds, en utilisant des enzymes. La deuxième chercheuse, je suis fier qu'il y ait 2 chercheuses et un seul chercheur, la deuxième chercheuse, elle travaillait sur les peaux artificielles. Donc on nous a montré des dispositifs, des imprimantes 3D qui imprimaient de la peau des imprimantes 3D qui imprimaient de la peau artificielle pour permettre justement de soigner notamment les grands brûlés. Donc bien sûr la peau joue un rôle de palliatif en attendant que la vraie peau repousse. Et la troisième chercheuse, qui elle n'est pas marocaine mais qui est née au Maroc et qui se revendique comme marocaine, donc elle a travaillé sur une crème que l'on applique sur la peau, notamment pour tout ce qui est soins en radiothérapie, pour éviter que la peau soit brûlée ou soit affectée. Et son traitement a obtenu d'excellents résultats puisqu'il peut également être utilisé comme crème anti-âge. D'accord ? Donc, bon, ces 3 exemples simples montrent qu'en fait, on doit toujours avoir à l'esprit dans notre recherche une portée pratique. Parce que dans les 3 cas, il y avait un objectif. Le premier, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de sols pollués, donc il s'est dit comment nettoyer les sols, mais de manière biologique ou on va dire qui ne soit pas artificielle. Dans le deuxième cas et dans le troisième cas, c'était lié soit aux soins des brûlés ou bien aux soins des cancéreux. Donc c'est un peu le rôle aussi de service à la société. Et donc, au niveau de l'université, nous avons mis en place depuis le début de l'année la Cité d'innovation, qui est disponible dans la résidence, dans l'annexe de la présidence de la F1, et où il y a
des personnes à votre service, si vous avez des idées de brevets, qui peuvent vous accueillir, discuter avec vous, et voir un peu les moyens d'abord de protéger votre invention, et pour ceux qui veulent aller plus loin, vers la création d'entreprises, créer une entreprise. Dans le cas que je vous ai parlé de l'Université de Grenade, la chercheuse, elle a créé une entreprise. Et ce que j'ai apprécié dans sa démarche, c'est que même si on lui a proposé plusieurs centaines de millions d'euros pour racheter son entreprise, elle n'a pas voulu. Parce qu'elle a gardé à l'esprit le fait que cette société, elle est là pour soigner les gens. Et elle ne veut pas qu'elle soit reprise par un grand groupe pharmaceutique qui pourrait ne pas vouloir diffuser ce produit-là pour protéger ses propres produits. Donc, la troisième mission, on avait dit, c'est les services à la société. Et les services à la société, ils se font de diverses manières. Et là, je reviens sur la notion de responsabilité sociale de l'université, puisque nous sommes une université qui maintenant inscrit sa responsabilité sociale comme un des piliers majeurs. Et l'idée, donc, c'est de permettre à toutes les composantes de l'université d'être présents de manière durable et importante, en particulier de favoriser tout ce qui est formation inclusive et service aux étudiants pour permettre à tout le monde de s'exprimer dans son université. Voilà, donc c'était rapidement quelques mots. Donc, je félicite le professeur Ibrahimi pour l'organisation de cet événement, ainsi que tout le comité d'organisation. Je sais qu'il y a des professeurs, mais également des étudiants. L'événement est très bien organisé comme chaque année et beaucoup d'activités. Et j'espère que tous les centres de l'université organiseront les mêmes petits événements. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Arso, pour les mots très aimables. Et juste pour rappeler, Monsieur le Président et Monsieur le Doyen sont absents parce qu'il y a une réunion des réseaux des facultés de médecine, de pharmacie qui est au niveau de Fès, et donc ils ont souhaité bon courage et bonne chance au congrès, au meeting, et ils sont excusés parce qu'ils ne peuvent pas assister. Et donc, sans plus tarder, je donne la parole à M. Khal, le vice-doyen de la faculté de médecine et pharmacie de Rabat, chargé des affaires académiques. Merci, cher invité. Donc, Monsieur le vice-président, mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants, mesdames et messieurs. Donc, je voudrais tout d'abord réitérer les excuses de M. le doyen qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui parce qu'il a une réunion des doyens des facultés de médecine du Maroc qui sont réunis aujourd'hui à la faculté de médecine de Fès. Je tiens à féliciter le professeur Azdin Ibrahimi pour l'organisation de cette 7e journée internationale de biotechnologie médicale, avec une thématique qui est très intéressante, comme l'a rappelé M. le vice-président. C'est quelque chose qui, le digital dans le domaine médical, il est en train de façonner un peu notre façon de se comporter, de réfléchir, et aussi il est en train de façonner les perspectives d'avenir qu'on peut avoir dans le domaine de la médecine. Et rappelez-vous, il y a un événement qui était le séquençage de l'ADN qui a été annoncé par le président Bill Clinton dans les années 90. Donc un séquençage qui a été annoncé à tout le monde, à toute la planète, qui a coûté $1 milliard à l'époque. Aujourd'hui, le séquençage de l'ADN, ça coûte quelque chose comme $50 ou $100. Alors, entre le séquençage de $1 milliard et celui de $50, il y a le digital maintenant qui peut ramasser toutes ces informations et qui peut donc donner des datas qui vont certainement propulser la recherche médicale, la recherche scientifique et aussi les perspectives qu'on peut donner à nos patients donc, dans le futur. Et là, je pense votre contribution en tant qu'étudiant, jeune chercheur, peut être très intéressante et que vous pouvez trouver énormément de niches pour rentrer dans cette révolution. Donc peut-être que vous avez une chance de vivre cette révolution et d'être dans une phase d'initiation pendant qu'il y ait cette révolution numérique.
Alors ça d'une part, d'autre part, moi qui viens du domaine hospitalier, aujourd'hui, j'avais vu comme thématique le système d'information médicale. Alors, le système d'information médicale, pour vous rappeler, maintenant, il est en train de nous imposer, sans nous rendre compte, une transparence quasi systématique. On ne le sent même pas. Donc, les comportements des individus, les comportements des regroupements d'individus, ils sont en train de changer, et de manière incroyable. On n'a même pas besoin d'avoir des mesures sommatives ou alors d'avertir les gens. Les gens d'eux-mêmes, ils sont en train de comprendre que les choses changent, d'une part, et puis il y a énormément de choses que nous apportent ces systèmes d'information en termes de prise en charge des patients, de traçabilité, de base de données pour la recherche, je ne sais pas, je peux vous donner un exemple. Aujourd'hui, à l'intérieur de l'hôpital, un patient ne peut pas sortir parce que la sortie de l'hôpital elle est verrouillée par le système d'information. Il ne peut pas sortir s'il n'a pas un compte rendu opératoire. Chose qui n'était pas, à la limite, c'est un détail qui était peu importe il y a longtemps. Mais aujourd'hui, on a des systèmes d'alerte qui nous disent le patient ne peut pas sortir. Et donc, du coup, le patient, il sort de l'hôpital avec un compte rendu opératoire. Et donc, le patient, il a gagné en dignité, il a gagné c'est-à-dire, de plus en plus, le patient, il sent qu'il est bien pris en charge, on lui donne des documents, on s'occupe de son identité, de pas mal de choses. Autre chose, à l'intérieur de l'hôpital par exemple, on a toujours parlé des patients comme étant des libéraux. Donc un patient c'est la chambre 10, la chambre 12, la chambre 14. Maintenant, de plus en plus, avec le système d'information, le patient, il a un nom et il a un prénom. Donc, vous voyez, c'est des choses qui conditionnent un peu notre comportement et qui le changent dans le bon sens. Et donc, c'est des outils qu'il faut utiliser. Et je pense les meilleurs qui pourront bien les capter et bien les utiliser, c'est bien sûr votre génération, les gens qui sont plus jeunes, qui sont déjà habitués à ces outils. Donc je tiens encore une fois à féliciter professeur Ibrahimi, tous les étudiants du laboratoire de biotechnologie qui depuis qu'ils sont là à l'intérieur de la faculté, ça y est, la faculté avant, elle avait le CEDOP, donc, qui est dirigé par professeur Jérôme Toufir depuis plusieurs années. Et donc on avait le D. Et à travers les étudiants du laboratoire de biotechnologie, on a eu la licence et le master. Et donc, ça nous a apporté quelque chose de plus. Il y a aujourd'hui à l'intérieur de la faculté donc des étudiants qui sont plus connectés, qui sont, j'allais dire, plus ouverts sur le monde. Et il reste que un petit travail de vous connecter avec vos collègues de médecine et de pharmacie. Parce que vous serez très complémentaires et je suis certain que vous allez propulser la recherche à l'intérieur de la faculté. Alors qu'est-ce que vous avez apporté aussi à cette faculté? Vous avez apporté de la diversité. C'est quelque chose qui est très important pour faire avancer les établissements. Et cette diversité, elle est très bien travaillée par Ibrahimi, parce que c'est quelqu'un qui ne travaille pas uniquement sur le volet pédagogique et académique, mais aussi elle travaille sur l'éducation et sur le fait de pousser les étudiants à avoir beaucoup de qualités humaines qui seraient très utiles pour leur carrière. Et donc, encore une fois, sans trop tarder, je vous remercie et je vous souhaite une bonne séance de travail. Merci encore une fois. Merci beaucoup, monsieur le vice-doyen, pour
pour ces mots très gentils, mais je pense aussi que maintenant, on ne peut pas être dans notre coin et penser que la biotech sera toute seule, la pharmacie toute seule, ou la médecine toute seule, mais en fin de compte, c'est tellement d'ingénierie aussi, bioengineering aussi, donc tout ça, ça devient ce qu'on appelle la 4e révolution, c'est-à-dire l'intégration de toutes ces disciplines pour le développement et pour une valeur ajoutée, que ce soit pour la recherche, le développement et tous les domaines de la vie. Voilà, je vais m'arrêter là, donc je vais donner la parole à professeur Jamal Tawfiq, qu'on a récupéré au dernier mercato. On est très content de le récupérer d'ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui est un œil sur ce qu'on a fait depuis des années. Je le remercie infiniment et publiquement parce qu'il était toujours derrière, il a soutenu et il a dès le départ compris ce qu'on voulait faire. Et il va sortir son terme habituel, mais je l'accepte déjà. Donc, je te donne la parole, cher ami. Merci. Merci, Césdine. Je suis très heureux d'être à cette séance inaugurale de la 7e édition des Journées internationales du laboratoire de biotech, donc de cette faculté. 7e édition déjà, c'est devenu une tradition, donc en fin d'année, de se retrouver donc, pour faire le point, et de manière brillante, puisque les conférences, puisque les ateliers sont des choses très intéressantes. Je voudrais dire que vous avez beaucoup de chance. Je m'adresse aux abeilles de la ruche, la bibliothèque de cette faculté. Vous avez beaucoup de chance de faire partie de cette belle équipe. Parce que vous apprenez beaucoup de choses, vous apportez beaucoup de choses à cette faculté, et c'est un petit peu le mystère et la magie de la biotechnologie. Aujourd'hui, la biotechnologie a envahi tous les domaines de la vie, la médecine, la pharmacie bien sûr, qui nous intéresse, mais elle est en train de jouer le rôle de véritable ciment qui fédère un petit peu beaucoup de domaines, et maintenant il y a la connexion entre biotech et informatique avec toutes les retombées qu'on peut imaginer. Et ce qui est bien, ce qui fait chaud au cœur, c'est que vous êtes partie prenante de cette entreprise humaine, mondiale et mondialisée. Les biotechnologies sont importantes pour la médecine, pour la pharmacie. Je citerai que l'exemple des produits qui aujourd'hui sont dans le pipe, les produits qui arrivent et vont être commercialisés ou qui sont en recherche. Aujourd'hui, il y a plus de produits de biotechnologie que de médicaments classiques, de produits classiques issus de la chimie, qui sont en cours. Donc nous vivons déjà cette révolution avec beaucoup de retombées sur les questions que pose la biosimilarité, les contrôles de ces produits, et donc des choses passionnantes. Je voudrais aussi vous dire que vous avez beaucoup de chance d'avoir un chef d'orchestre en la personne de Césdine. Le mot qui fâche, c'est le mot SDF. Bon, mais c'est pour lui rappeler un petit peu ses mérites, parce qu'il est parti il est parti de rien, il n'avait pas d'adresse, il n'avait pas de domicile. Aujourd'hui, il a non seulement une adresse, mais il a une belle enseigne, une belle bibliothèque, qui brille comme un néon et qui est mondialement reconnue. Alors c'est un beau chemin parcouru, un beau parcours parcouru par un ancien SDF. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer, mais c'est un SDF de talent. Pourquoi? Moi, je le compare à un alchimiste, parce qu'il arrive à faire, à partir du plomb, à le transformer en or. L'or, c'est vous. Et donc, alors, je peux dire, oh, le diamant aussi, parce que le diamant, vous savez, on est connu pour le rendre encore plus brillant, mais bon, c'est Ibrahim qui réussit cette belle alchimie. Et donc je voudrais le féliciter très fort pour tout ça, lui dire que grâce à lui, notre faculté, comme l'a dit mon collègue le professeur Ken, maintenant a une grande diversité génétique, donc nous vivrons longtemps grâce à ça. Donc il y a tout cet apport scientifique
Aujourd'hui, Medbiotech, c'est un bachelor en anglais, c'est 2 masters, c'est des connexions avec tous les domaines. Je sais que du côté pharmacie, on travaille beaucoup ensemble sur les récepteurs, sur la conception de médicaments, de manière virtuelle pour essayer de les produire ensuite de manière réelle et par voie chimique. Donc c'est une véritable ruche. Alors je voudrais vous féliciter très fort, souhaiter longue vie à CSD et à ses enfants, à son équipe, qui ont une image et une appartenance très très forte à ce laboratoire Medbiotech qui, je pense, aujourd'hui est un élément essentiel dans le rayonnement de notre faculté et de notre université. Merci et bons travaux pour cette 7e édition et à la 8e édition, Inch'Allah. Ah oui, je ne lâche pas facilement. J'avais l'impression que tu ne voulais pas le lâcher, donc merci beaucoup. Si jamais je ne pourrais pas répondre à ton élégance et aussi ta gentillesse. Voilà, merci beaucoup. C'est une amitié qui dure depuis quelques années et tu sais que je t'apprécie beaucoup et tu nous as manqué pendant cette année. Donc, je ne vais pas parler beaucoup. Moi, je vais juste rajouter une chose, c'est de dire que Digital Health, il y a plein de gens qui sont là, croient que c'est quelque chose qui va arriver. Il faut peut-être la cadrer, peut-être en profiter, mettre dans le contexte marocain. Et je pense que tous les inconnus sont là, qui participent à Inch'Allah. Et c'est pas trop tard, parce que je rappelle pour les Américains, Obama Initiative, qui a donné plus ou moins tout ce qui est modélisé les pathologies américaines, c'est pas très très loin, c'est du 2015. Voilà, c'est pas très très loin. L'initiative française pour tout ce qui est numérique, la santé numérique et tout ça, c'est pas très très loin. Même les textes de loi sont en train de se faire au niveau du Sénat français. Et donc, pour dire qu'on est vraiment dans les tournots, et je pense qu'on a la matière un petit peu prise, on a une volonté institutionnelle au moins, je ne parlerai pas de la volonté politique, vous savez bien, parce que là c'est un autre débat. Mais en fin de compte, je pense qu'il y a la multidisciplinarité qui est là, il y a un besoin de le faire. Il y a aussi, je le fais toujours et en pensant à ce patient marocain, parce que vraiment, ça vaut le coup de le faire, parce que si on arrive au moins de sauver un patient marocain ou de prévoir des catastrophes, même pour une seule personne, quel plaisir. Voilà. Et je pense que c'est avoir cet esprit de regarder vers l'autre, qui est la dimension humaine et que je partage avec mes collègues ici, qui doit toujours primer et qui doit être là. Et je vois une fois qu'il le février. Voilà, c'est très très difficile de le dire et de l'accepter toutefois. Il y a un poème de Mahmoud Derouis, c'était ma réponse à Zermel, mais je vous dirai par la suite. Donc voilà, donc j'ai pas rajouté quelque chose, je pense que tout est dit. Je remercie infiniment les speakers parce qu'on les a appelés, le modérateur aussi, on les a appelés à la dernière minute et ils sont tous là, j'espère qu'ils sont en train de profiter de la journée. Je pense que la thématique est très intéressante, on aura plein de discussions, on sera un petit peu en retard. Je vous invite à rester parce que je pense qu'à côté des présentations qui sont très intéressantes, on a avec nous Hajar qui a milité, qui milite toujours pour la santé digitale au Maroc, et aussi avec nous professeur Salim Boulou qui va parler un petit peu, une fois que vous avez cette innovation, que faire de ça. Et donc, et avec nous bien sûr Frank, he's here, he can, you know, anytime you feel like you have to say something, you can do it. We have no problem with that. And you have, as we say in Morocco, carte blanche. So, just to thank you very much. Merci beaucoup d'être là, d'être nombreux. Merci. J'appelle les modérateurs qui sont Mohamed Saïdi, je le remercie infiniment. Et ça aussi, Mohamed Saïdi, c'est quel gain de le voir revenir à l'université. Je n'avais pas l'occasion de le dire, mais je le dis publiquement, c'était une perte de le voir partir un petit peu de l'université, de le voir revenir. Quel plaisir, et on applaudit très très fort.